On fait un avant-dernier plateau sur la finance et le numérique responsable avant d'accueillir en fin d'émission François Asselin. On change de plateau. Allez, merci messieurs. Et j'accueille tout de suite Anthony pardon, ça c'est déjà fait. Excusez-moi, j'accueille maintenant Jean-Daniel Guyot, président du directoire de Memobank, et Céline Lefebvre, responsable commercial, partenaire France, qui va nous présenter une initiative de Google que je ne connaissais pas encore, qui s'appelle Google Chrome OS Flex. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Je vous propose, je ne sais pas par lequel de vous commencer. Tiens, on va commencer avec vous, Céline. Je ne sais pas si Jean-Pascal connaît cette initiative de Google qui permet de manière intelligente, puisque vous avez un point commun tous les deux, c'est l'entreprise, la volonté de développer les entreprises responsables. Vous, Jean-Daniel, dans la banque, puisque vous êtes une... Je ne sais pas si on dit une néobanque d'ailleurs, oui ? On pourrait dire ça, parce qu'on est une nouvelle banque, oui. Voilà, donc une néobanque qui a mis la responsabilité au cœur d'un grand nombre de son fonctionnement. Vous avez inventé une entreprise vraiment pour les TPE-PME en plus. Vous voulez être la banque des TPE-PME et vous avez cette même volonté de sauver, ou en tout cas de préserver un peu la planète et de privilégier peut-être aussi un peu l'économie circulaire avec vous, Céline. Donc un mot peut-être sur ce qu'est cette nouvelle possibilité pour les entrepreneurs avec ce que vous appelez le Google Chrome OS Flex. Justement de ne pas jeter leurs vieux appareils qui moulinent, qui rament et de se dire on peut encore en faire quelque chose. Et vous avez un slogan que j'adore, je vais le donner en anglais puis on va le traduire ensemble. C'est Don't bin it, just flex it. To bin, c'est jeter un truc dans la poubelle, c'est ça l'idée ? Exactement, c'est ça. C'est de ne pas jeter le matériel que l'on utilise et qui est encore bon pour avoir une deuxième vie et de lui permettre justement de fonctionner dans un état optimum comme s'il était neuf. Et donc on propose avec Chrome OS Flex de reprendre des anciens parcs donc pour les entreprises. PC, portable Alors portable pour les entreprises, mais ça peut aussi fonctionner sur des PC fixes, comme donc des postes Windows ou des postes, pardon, je perds mon oreillette. Je vous en prie, oui, parce qu'il faut, je rappelle quand même à ceux qui nous entendent ou qui nous regardent, c'est qu'on est au cœur du salon Impact PME, avec 2000 personnes tout au long de la journée, qu'il y a beaucoup de bruit autour de nous, et qu'on a des oreillettes pour se parler entre nous, parce qu'on ne pourrait pas s'entendre autrement. Et Cécile remet son oreillette. Est-ce que vous avez entendu parler, Jean-Daniel, de cette initiative ou pas encore du tout ? Non, pas du tout. Mais bon, alors on va l'écouter ensemble. Ça y est, ça va, ça remarche. Alors dites-moi, parce que ça vient des États-Unis, ça a existé aux États-Unis avant d'arriver en France. C'est assez récent en France. Oui, ça a 2 ans. C'est une offre qui a été donc lancée il y a 2 ans et qui permet de reprendre des postes Windows ou des MacBook ou des postes Linux, donc votre ordinateur de travail, et de venir installer Flex très simplement en venant écraser l'OS. Et donc on dit qu'on rend le poste vous écrasez l'OS ? Oui, on vient... Pas mes datas ? Alors, vos datas, il faudra les sauvegarder avant. Ah oui, vous avez raison. Si vous écrasez tout là. Sinon, on écrase tout. Je perds à la fois mon OS et mes datas, donc là, je ne suis pas bien. Non. Sauf si je fais du cloud, le cloud est quand même très à la mode, a priori, je devrais être tout dans le cloud quand même. Exactement. Si je suis normalement constitué comme entrepreneur aujourd'hui, sans cloud, je ne fais pas le job. Il faut faire un peu de cloud. Et d'ailleurs, ça va rendre votre poste cloud, puisque Chrome OS est un OS cloud. Donc, on vient écraser l'OS en place, on vient le remplacer par Chrome OS, qui est un OS qui va être frugal, et donc qui va permettre d'utiliser le peu de ressources que la machine a, parce que c'est souvent des machines qui sont anciennes, oui, c'est ça. et repartir comme s'il était neuf. Et donc avoir un accès à toutes vos applications via le cloud et avoir une utilisation qui va pouvoir durer plusieurs années. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du poste de travail, il a été mesuré que ça correspondait à 1% des émissions à effet de serre dans le monde. Et que les postes de travail, tout ce qui est... Postes de travail informatique, finalement. Exactement. 1% des émissions. Ouais, tous vos ordinateurs représentent 1% de ces émissions et 80% de ces émissions sont générées au moment de la fabrication. Et donc l'objectif, c'est vraiment de diminuer cette fabrication, de faire durer le plus longtemps... L'économie circulaire. Voilà, votre ordinateur, de le réutiliser et effectivement d'essayer d'avoir une informatique responsable autant que l'on peut. Mais alors du coup, je m'imagine, alors vous dites, on le prend, vous ne le prenez pas, vous faites tout à distance, tout ça est... Je les ai toujours chez moi, à mon bureau, vous prenez la main, je ne sais pas par quel réseau, vous me mettez votre OS, ça se fait à distance ou bien il faut que je vous l'amène physiquement ? Alors c'est vous qui pouvez déclencher l'opération, donc dans les entreprises, ça peut être le responsable informatique qui reprend un parc,
Par exemple, là, il y a une migration au Windows 11 qui se passe. Tous les postes n'auront pas la capacité à fonctionner sur Windows 11. Donc, dans cette reprise de parc, ils peuvent très bien installer Flex. Donc, on vient installer le code. Donc, ça, c'est une opération qui doit se faire en physique sur le poste. D'accord. Et ensuite, vous allez pouvoir manager ces postes que je vais appeler Chrome OS Ready. Donc, ils sont prêts à l'emploi ensuite dans un outil de management qui s'appelle la Google Admin Console, Oui. et qui va vous permettre de gérer autant les postes, donc l'ordinateur en tant que tel, que les utilisateurs. C'est valable pour Mac, PC, tous les univers? Oui, tous les postes Linux, tous les postes macOS, pardon. Mais alors, tous les postes du coup, moi qui suis un peu un fou, parce que je ne dois pas vous dire ça, mais j'aime bien l'outil Mac, mais je suis jamais rentré dans le macOS. Donc j'ai mis du Windows dans mon Mac. C'est complètement ridicule parce que c'est hyper compliqué. Ça passe par des professionnels, mais j'aime bien faire comme ça. Je vais pouvoir continuer à utiliser mon Windows parce que vous voyez, je suis très accro à Windows. C'est peut-être idiot, mais comme le monde entier est Windows, est-ce que vous allez me l'enlever mon Windows ou est-ce que je vais pouvoir continuer à bosser? Alors j'imagine que vous parlez de la suite Office. Oui, la suite Office. Donc, c'est pas Windows, c'est Office, vous avez raison. Exactement. C'est Office. Je me fiche de Windows, moi, en fait. C'est Windows qui m'intéresse. Oui, c'est Windows qui m'intéresse. Donc, vous allez pouvoir totalement continuer à utiliser votre suite Office avec Office 365. Oui, c'est ça. Chrome OS est un OS totalement interopérable. Vous allez pouvoir utiliser tous les outils que vous utilisiez avant, pour peu qu'ils soient dans le cloud. C'est une cible TPE-PME ou grand groupe aujourd'hui? En fait, on va parler d'usage, donc forcément TPE, PME pour les aider au niveau, puisqu'on va rationaliser les coûts. Bien sûr. Forcément. On va aussi leur apporter beaucoup plus de sécurité, puisque Chrome OS, c'est un OS qui est sécurisé en natif. Et donc, on va avoir zéro attaque de ransomware dans un environnement Chrome OS. Pardon. D'accord, ok. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'aider les TPE, PME, mais aussi les entreprises. On peut y avoir des grandes entreprises. On a déjà des cas d'usage. Une entreprise qui avait 2000 apprentis qui arrivaient et qui a repris un ancien parc, qui l'a flexé, comme on dit flexé dans notre équipe, et qui l'a donné aux apprentis, qui a pu mettre à sa disposition, gérer ses postes de travail, et quand l'apprenti est reparti, au bout d'un an, effectivement, reprendre le poste de travail. J'imagine que c'est précieux pour les gens qui sont en itinérance, notamment les PC portables. Quand on est dans une voiture, ça s'ouvre peut-être beaucoup plus vite, effectivement. Alors, oui, Chrome OS, donc ça c'est valable pour tous les appareils. Quand on passe son temps à ouvrir à l'extérieur de son bureau un PC, on a envie que ça s'ouvre vite. Donc, Alors Chrome OS, donc, comme je vous l'ai dit, c'est un OS qui est léger, simple d'utilisation, donc sécurisé, mais surtout qui permet aussi une grande mobilité. Donc il va démarrer en moins de 6 secondes. Il va pouvoir ensuite être supporté pour les Chromebooks natifs pendant 10 ans, c'est-à-dire pendant 10 ans, Google, en tant qu'éditeur de logiciels, va supporter son OS et vous envoyer les mises à jour de façon automatique que vous allez pouvoir livrer sur tous les Chromebooks. Jean-Daniel Guyot, président fondateur du directeur de Memobank, vous connaissiez ce Flex? Non, Google, je ne connaissais pas, mais Flex. c'est vrai que c'est un sujet qui est important. Nous, par exemple, quand j'ai commencé ma carrière, on changeait d'ordinateur quasiment tous les ans pour suivre un peu les évolutions. Oui, bien sûr, absolument. Aujourd'hui, on a des politiques où on renouvelle tous les 3 ans, 4 ans, même parfois plus, parce qu'en fait, ça suffit. En fait, il n'y a pas besoin de beaucoup plus de puissance. Bien sûr. L'informatique a assez évolué. Puis ce qui est assez drôle, c'est qu'on revient finalement, pour ceux qui connaissent un peu, aux racines de l'informatique. Dans les années 80, on utilisait comme ça de la ressource partagée sur un serveur distant et chaque utilisateur pouvait utiliser cette ressource, et donc on revient un peu à ça, ce qui est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus efficace en termes énergétiques, puisque on va utiliser finalement une ressource tous ensemble, partagée, et donc par définition c'est plus efficace. Alors la banque, elle est née en 2017, j'imagine que là vous avez équipé avec un parc neuf vos PC oui. À l'époque. Alors je ne sais pas si vous en êtes en termes de vieillissement de votre parc, peut-être que vous allez suivre et saisir cette idée. Revenons sur l'histoire de la banque. Ça ne se crée pas comme ça, une banque, puisque votre ambition, c'est de devenir la banque des PME innovantes en partant d'une page blanche. Oui. Vous êtes un serial entrepreneur. Rappelez-nous l'aventure précédente, qui était une belle aventure.
Oui, on avait créé Captain Train en Absolument. 2009. Captain Train, qui bouleversait, qui disruptait quand même déjà beaucoup de choses. Hein. On a pas mal changé, bouleversé le marché de la billetterie train en Europe et bus. À une époque d'ailleurs où ça s'est beaucoup développé. Ça continue d'ailleurs de se développer avec l'ouverture à la concurrence. Donc c'est assez intéressant parce que c'est ce sur quoi on avait parié à l'époque et c'est en train vraiment d'arriver aujourd'hui. Une structure donc européenne qu'on avait revendue au groupe Trainline en 2016. En 2016. Et qu'on a fait entrer en bourse en 2018. Vous n'avez pas perdu de temps pour... comment alors juste, on va profiter, on a un peu de temps avant d'accueillir François Asselin. Puis j'ai envie de comprendre. Quand on fait une belle boîte comme ça, et puis qu'on la vend, et il y en a qui disent, bon, ben, il n'y en a pas beaucoup, hein, qui partent aux Caraïbes ou ailleurs, ou dans le droit de leur rêve, pas du tout. Il y en a plein qui se disent, bon, j'ai donné tellement d'énergie dans ce projet, j'ai envie de continuer à entreprendre. On a tous les deux des copains entrepreneurs qui ont été dans ces situations-là. Dans quel état d'esprit se met-on et comment est-ce qu'on se remet en marche autour d'une idée aussi excitante que la précédente finalement? Comment vous l'avez vécu cette période-là en fait? L'idée c'était vraiment, je me suis dit, j'ai appris tellement de choses en 10 ans, en 9-10 ans. J'ai appris tellement de choses. Si je refaisais aujourd'hui Captain Train, j'irais bien sûr 2-3 fois plus vite finalement parce que j'éviterais les bêtises que j'ai faites. J'éviterais tout un tas de bêtises. Je les ai toutes faites, on en a fait plein et c'est pas grave. On a fait a priori moins de bêtises que de choses bien. Donc à la fin ça s'est bien passé. Absolument, oui. On s'est dit je connais tellement de choses maintenant. Je suis j'ai une expertise finalement de chef d'entreprise et du coup je connais un peu les RH, je connais la finance, je connais un peu tout. Je sais recruter aussi les meilleurs parce que ça c'est aussi évidemment. Je rappelle que le thématique talent fait partie des 3 thématiques de cette édition Impact PME. Talent, IA et transition écologique. Là on est là pour parler de la transition effectivement ensemble écologique et écologique, oui. Pardon. Mais les talents, c'est un enjeu clé. Pardon, je vous ai interrompu. Mais toute la matinée était consacrée à ça. C'est pour ça que je rebondis. C'est extrêmement important, évidemment. Oui. C'est, on va dire, 70% de mon temps. Et en plus, ce que j'aime faire, moi, c'est aller un peu casser ces barrières, aller un peu rentrer dans ces marchés où finalement... ça roupille un peu. Ça roupille un peu et on peut certainement faire quelque chose. Il y a des espaces vides et il faut y aller. Est-ce qu'on part souvent aussi dans ces cas-là, quand on disrupte un marché, de ces frustrations de ce qui n'existe pas? Et en tant qu'entrepreneur, quand vous aviez des banques, est-ce que vous avez tenu compte de votre expérience d'entrepreneur avec votre relation avec vos banques pour imaginer la vôtre? C'est basé sur ça. C'est évidemment basé sur ça. Tout ce qu'on n'a pas aimé, on essaie de le faire, de le proposer, c'est ça l'idée? Voilà. On utilise nos frustrations pour créer une expérience qui n'a rien à voir. On utilise aussi nos connaissances, notamment sur l'informatique, sur la façon de créer une entreprise, de créer une nouvelle organisation pour essayer de révolutionner et de faire la même chose, mais tout changer. Mais quand même, une banque, comment on devient banquier? Comment on devient banquier? Alors ça, c'est un long chemin. Il faut retourner à l'école, parce que moi, ma formation est une formation d'ingénieur, pas une formation de banquier. Il faut retourner sur les bancs de l'école, c'est la première chose. Il y a plein de choses. C'est un monde qui est assez ouvert sur la connaissance, donc on peut lire énormément de choses. Il y a beaucoup d'experts. C'est un monde de passionnés aussi. Beaucoup de gens qui partagent aussi leurs connaissances. C'est un monde qui évolue aussi énormément. La banque d'il y a 20 ans, la banque d'il y a 40 ans n'est plus du tout la même que celle qu'on fait aujourd'hui. Oui, puis il y a eu quand même beaucoup de tentatives de réinventer la banque. Depuis quelques années. Il y a eu beaucoup de... je dirais pas de tentatives. Il y a eu beaucoup de choses autour de la banque. Oui. Il y a eu on a beaucoup imaginé qu'on allait prendre chaque industrie, que chacune allait être disruptée, comme on dit. Et la banque était un peu la dernière. Et on s'est toujours dit... depuis 15 ans, j'entendais les banques sont mortes. C'est fini, plein de fintech vont arriver et vont les faire mourir. Bon, la réalité, c'est que si on se met maintenant, aujourd'hui, 15 ans après, elles sont toujours là, elles font toujours autant d'argent, elles équipent, bien sûr, et elles équipent toutes ces fintech. Donc en réalité, il y a eu... ça s'est enrichi, le marché s'est beaucoup enrichi, mais personne n'a vraiment réussi à percer et à fondamentalement changer la façon dont la banque fonctionnait. Alors du coup, vous êtes retourné à l'école, ça a donné quoi? et en combien de temps avant d'avoir une véritable banque qui correspond, j'espère aujourd'hui pour vous, en tout cas à votre banque rêvée d'avant? Alors on a mis 3 ans à la fois construire les systèmes informatiques, puisqu'on a tout construit de zéro, ce qui est aussi important. Et on a mis 3 ans à avoir cette licence bancaire, c'est un agrément bancaire qui est un agrément européen, donc délivré par la BCE. Il a fallu qu'on prouve qu'on savait ce qu'on faisait, qu'on s'entourait bien. Parce qu'on a un conseil de surveillance aussi de très très haut niveau. On a une équipe de direction de très haut niveau qui nous permet de montrer et de prouver qu'on sait faire tourner une banque. Et puis ça fait 3 ans qu'on l'a fait fonctionner. Je pense qu'aujourd'hui... Le premier compte, c'était quand? C'était septembre 2020.
Et quel type d'entreprise, quelle est votre cible? Notre cible, ce sont des entreprises. Alors, ce sont des PME. Oui. On est plutôt sur la cible de 10 millions d'euros de chiffre, autour de là et plus, autour de 10. en gros. Oui. Après, il y a plein d'exceptions, puisque toutes les PME sont différentes. Ça, c'est une des particularités du marché. Mais en gros, c'est à peu près là. C'est le moment où vraiment l'entreprise doit beaucoup structurer sa fonction finance. C'est là où on intervient pour automatiser, faire de la réconciliation automatique, brancher des systèmes sur tout l'équipement software qui est autour de la fonction finance. Voilà, c'est le moment où il faut vraiment se structurer, parce que si on veut passer à l'étape d'après, si on veut continuer à grandir, il faut être très très bien équipé aujourd'hui. Il faut savoir faire des paiements rapides, il faut comprendre ses coûts. Il faut comprendre ses coûts bancaires, il faut comprendre, faut faire une réconciliation qui est complètement automatique, il faut savoir reconnaître son revenu. Tout ça, c'est des choses qui peuvent se faire à la main quand on est tout petit, qui commencent à se structurer à base de fichiers Excel, à base de différentes choses au fur et à mesure. Et puis, à un moment, il faut structurer, on a des équipes, il faut... voilà. Et la banque, nous, ce qu'on considère, c'est que la banque traditionnelle n'est pas du tout là pour aider. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un ensemble, tout un écosystème de logiciels s'est développé autour de soi pour pallier, finalement, les banques. Je comprends. Voilà. C'est une banque 100% digitale, elle n'a pas d'agence ? Elle n'a pas d'agence, mais elle n'est pas 100% numérique. Elle est basée sur des hommes et des femmes qui sont des vrais banquiers et banquières et qui accompagnent ces PME. Je n'arrête pas de dire cela depuis le début de l'émission pour être très pratico-pratique. Je suis en train de nous écouter en ce moment dans ma voiture entre mon bureau et mon prochain rendez-vous. Ça m'intéresse votre truc. Je frappe à quelle porte du coup? Parce que moi je ne suis pas du tout à Paris, je suis au fin fond, je parlais de la Creuse tout à l'heure, pourquoi pas à Guéret. Effectivement, comment je deviens client de cette banque? Alors on est une banque qui a une présence numérique, donc on n'est pas à Paris uniquement. D'ailleurs, tous nos salariés sont répartis en France, un peu partout. D'accord. Et nos banquiers aussi. Donc il n'y a pas besoin d'être à Paris ou dans une grande ville pour nous utiliser. On a plein de clients partout en France. Donc ça, mais comment j'engage le contact? Et on va comment on se sur rencontre? notre site. Comment ça se passe? Souvent c'est de bouche à oreille. Ouais, souvent, c'est nos clients qui vont recommander à d'autres dans leur cercle d'entrepreneurs, de CFO, etc. Mais il suffit d'aller sur notre site web. Il y a un formulaire de contact extrêmement simple et on vous recontacte dans la journée. D'accord. Et je rencontre cette personne ou en visio, j'imagine beaucoup? Ça va être en visio dans un premier temps, certainement, ouais. Parce que simplement pour vous faciliter les choses, mais ensuite on vient visiter, on vient sur place pour vous accompagner. Alors ça, c'est l'aspect responsable, puisque j'évoquais ce qui nous rapprochait. Vous avez compris que cette émission spéciale, elle a aussi pour but de rencontrer nos partenaires qui nous font confiance, qui permettent d'organiser aussi cet événement. Et donc j'ai essayé de trouver aussi des liens entre vous. L'aspect responsable était un peu le lien entre le numérique responsable et la finance responsable. Mais Jean-Daniel Guyot, on n'a pas encore parlé de l'aspect responsable, justement, parce que c'est aussi une de vos ambitions, c'est de se différencier là-dessus. Alors justement, sur ce sujet, quelles sont vos différences? Est-ce que sur la nature des investissements que vous proposez à vos clients, sur quoi vous dites-vous responsable dans votre fonctionnement autant que dans votre offre? Alors les banques ont une fonction assez particulière dans l'économie, puisqu'elles financent l'économie, elles financent ces PME, et donc elles ont non seulement un bilan carbone, elles émettent du carbone, comme toute entreprise, comme d'ailleurs chaque humain émet du carbone, mais elles financent des émissions de carbone aussi. Donc il y a une émission de carbone induite par les financements, et donc ça c'est le nerf de la guerre, finalement. C'est comment, bien sûr, on va mesurer et essayer de réduire son bilan carbone à titre individuel ou au titre de l'entreprise, ça c'est important, mais les banques ont une responsabilité supplémentaire puisqu'elles vont financer et donc induire des nouvelles sources de carbone. À chaque euro qui va être prêté, ça va correspondre à une émission de carbone. Et là, ça, il faut aussi le mesurer. Et ça, et aussi, on peut prendre des décisions. Ça fait partie de votre ADN, ça? Ça fait partie de l'ADN, ça fait partie du cœur de... Vos équipes sont spécialisées là-dessus? Elles sont capables d'identifier, effectivement, tout à fait. Le coût carbone des investissements que vous faites? Il n'y a pas que nous, il y a tout un ensemble de choses qui existent dans le monde aujourd'hui pour regarder ce qui se passe en fonction de l'activité, en fonction du bilan carbone de l'entreprise, bien sûr, ça c'est le plus précis, en fonction du projet, les émissions qui vont être induites par ce projet. C'est pour ça que le GIEC le dit depuis les années 90, il ne faut plus financer par exemple d'extraction de pétrole ou de gaz. Oui. Ça, on aurait pu le faire depuis très très longtemps, mais les banques, encore les banques françaises, ne sont pas capables de dire qu'elles ne le font pas. Elles le font encore d'ailleurs, et c'est pour ça qu'elles se retrouvent non seulement avec des bilans carbone qui sont assez énormes, mais surtout là où ils sont vraiment pas bonnes et là où on est les mauvais élèves, c'est que ces banques traditionnelles vont financer des émissions de carbone énormes et on se retrouve avec on a une différence nous entre une banque traditionnelle. Vous la mesurez justement? On la mesure, bien sûr. Alors, elle est très différente?
Nous, on la mesure. Oui, mais eux ne la mesurent pas forcément. Eux ne la publient pas, en tout cas. Donc, un certain nombre d'associations le font pour elles, oui. avec tout le problème de l'imprécision que ça peut donner. Mais en tout cas, on a une différence de x6 sur les émissions induites. Donc, c'est assez énorme, c'est assez gigantesque, en fait. J'imagine. Et ça attire une clientèle différente, d'après vous. Est-ce que c'est ça vos axes différenciants en termes de captation de nouveaux clients? Est-ce que vous captez vraiment des gens qui ont cette même sensibilité, cette même envie de moins consommer du carbone et d'être plus RSE au sens large ou pas? Vous avez une clientèle différente de celle des banques? C'est le cas, c'est un axe, mais ce n'est pas ça qui va faire la différence. D'accord. Un CFO, alors à moins vraiment d'avoir à cœur ce sujet. Un CFO ou un entrepreneur? Ou un entrepreneur oui, il peut avoir cette démarche. Donc on a beaucoup d'entreprises qui sont dans cette démarche-là, mais nous aussi, ce qu'on explique, c'est que vous l'ayez à cœur ou pas, ça ne change rien. Oui. Le risque climatique va vous s'imposer à vous, en fait. Donc c'est à vous de bien regarder ce risque, de bien le comprendre et de bien l'assimiler, parce que ce risque climatique, le métier d'une banque, c'est de comprendre son risque et de le pricer. Donc, absolument. C'est aussi de connaître ce risque climatique, et donc ça va avoir un impact sur vos financements, sur le coût de la dette pour votre entreprise. Et c'est déjà le cas. C'est-à-dire vraiment, aujourd'hui, les banques prennent en compte ce sujet-là. Et donc, c'est un impact monétaire immédiat sur votre activité, finalement. Merci Jean-Daniel Guyot, président directeur de Memobank. Peut-être une dernière question, le temps qu'on équipe François Asselin. Si, François Asselin est à côté de moi. On va l'équiper. On va venir le chercher parce qu'il est en train de discuter, parce que c'est son événement aujourd'hui. Donc on va venir le chercher pour l'équiper pour notre prochain invité et clôturer en fait ce plateau et cette émission spéciale Impact PME, dont je vous rappelle qu'elle est en direct du salon Impact PME. Mais j'aimerais terminer avec vous, Céline Lefebvre, pardonnez-moi de revenir vers vous un peu tardivement, mais est-ce que là aussi je posais la question à Jean-Daniel Guyot de savoir si ça a capté une clientèle différente. Quelle est aujourd'hui, d'après vous, en tant que Google, cette sensibilité des entrepreneurs de TPE françaises à cet aspect responsable? Est-ce que vous trouvez que ça évolue? Est-ce que par exemple, vous le disiez, ça existe en France depuis 2 ans, mais aux États-Unis avant? Est-ce que l'engouement est-ce qu'on a la même réaction que les Américains là-dessus? Est-ce que vous trouvez que le marché français est différent, comme cette sensibilité en fait à l'économie durable? Alors je pense qu'il y a une vraie prise de conscience sur ces dernières années et que tout le monde fait des efforts, tant personnels que professionnels. On voit qu'au niveau des entreprises, il y a maintenant des responsables de RSE. On voit qu'il y a cette prise de conscience est là. Après, la mise en œuvre effectivement des solutions prend du temps et on fait énormément d'efforts au niveau de Google, que ce soit sur notre propre consommation, puisqu'on est neutre en carbone depuis 2007 et les objectifs de Google sont d'être neutre en carbone depuis 2007. Donc, 7. Oui, depuis 2007. Sur quoi exactement? On mesure quoi là? En termes d'entreprise, notre impact, donc on est neutre en carbone depuis 2007 et l'objectif c'est de ne plus utiliser mondialement et de ne plus utiliser d'énergie carbonée d'ici 2030. Donc, et tout ça à mettre en œuvre, c'est effectivement trouver des solutions parce que toute l'histoire est à écrire. Et je pense que chaque entreprise aujourd'hui, quel que soit son secteur, fait des efforts à ce niveau. Et on voit bien que l'informatique, qui est quand même pas un secteur vert, fait aussi énormément d'efforts pour limiter et devenir une informatique responsable. Et donc, je dirais que tant que ce soit au niveau du poste de travail, donc de l'ordinateur que vous utilisez, qu'au niveau du cloud, qui va être un grand consommateur aussi d'énergie. Donc, la rationalisation au niveau du cloud est très importante au niveau de l'énergie qui est utilisée, que ce soit électrique ou de l'eau. Et donc, au niveau de Chrome OS, on a pris notre part et Google, effectivement, essaye de redéfinir ses offres pour que les utilisateurs puissent prendre les bonnes décisions. Et ça, je pense que c'est important qu'au niveau de chaque entreprise, on prenne les bonnes solutions. Je crois que l'offre Chrome OS Flex est une excellente solution. Ça ne va pas répondre à tous les cas d'usage, mais il y a énormément de cas d'usage auxquels ça correspond. Aujourd'hui, on le pousse depuis 2 ans. Le retour de nos clients, c'est que l'essayer, c'est l'adopter. Alors pour l'essayer, c'est très simple. Ah oui, j'allais vous dire, je passe par quoi moi? Alors c'est super simple. Vous allez sur votre moteur de recherche, vous allez taper Chrome OS Flex. Chrome OS Flex. Chrome OS Flex. Exactement. Et vous allez pouvoir accéder au code, le télécharger
et l'installer sur votre appareil. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à. Don't bin it, just flex it, comme on dit maintenant chez Google. Merci beaucoup Céline Lefebvre de nous avoir fait découvrir cette initiative respectueuse de la planète et qui promeut l'économie circulaire. Merci beaucoup Jean-Daniel Guyot pour la deuxième fois. On s'était déjà croisé il y a quelques semaines dans l'Hebdo Impact PME. Vous êtes le président du directoire et le fondateur de MemoBank. À bientôt. À bientôt à tous les deux. Merci d'être venus. Merci beaucoup.